Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et pour cette édition d'aujourd'hui, nous entrons dans la Paris Art Week. Cette semaine, et la foire d'art moderne et contemporain Art Basel Paris va ouvrir ses portes dans quelques jours. Quelles sont les grandes tendances de cette année? Quel est le regard de son directeur sur le marché de l'art de cette fin d'année? Clément Delépine, directeur d'Art Basel Paris, est l'invité d'Art et Marché. C'est le début de la Paris Art Week, au cœur de laquelle se trouve la foire d'art moderne et contemporain Art Basel Paris. Et je suis ravie d'être en compagnie de Clément Delépine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Clément Delépine, vous êtes directeur d'Art Basel Paris. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous raconter quels sont les marqueurs forts de cette édition 2025? Bien sûr. Donc la foire se déroulera du 22 au 26 octobre au Grand Palais. Ce qui est déjà une prouesse. Et on franchit cette année la barre symbolique des 200 exposants, puisqu'on aura 206 galeries qui proviennent de 41 pays et territoires, et que les grands moments seront évidemment marqués par le secteur principal, qui compte à peu près 180 galeries, et les secteurs thématiques dédiés pour Émergence aux jeunes galeries et à l'art émergent, et pour Prémices aux présentations curatoriales singulières et présentations thématiques. Et en complément, un programme public qui sera ouvert à toutes et tous et accessible gratuitement et qui se tiendra cette année dans 9 lieux de patrimoine à travers la ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur c'est vrai que vous êtes le directeur, normalement, vous accompagnez tous les participants. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous, il ne faut vraiment pas manquer? Je pense qu'il y a des propositions contextuelles qui sont assez forte. Il y a un certain nombre de présentations solo qui me ravissent, et je pense particulièrement à celle de Marta Minourine, l'artiste argentine de 80 ans qui a vécu à Paris une partie de sa vie, qui a un lien fort, qui était contemporaine de Christo, voilà, et qui est présentée par la galerie mexicaine Curimonzuto dans un stand dont l'architecture a été confiée à Frida Escobedo, qui est une des artistes impliquées dans la rénovation du Centre Pompidou. Est-ce qu'on sait déjà quelles sont les tendances qui vont émaner de la foire? Ou ça, c'est quelque chose qu'on voit a posteriori? Je pense qu'en fait, la foire, elle est aussi le reflet des débats et des grands questionnements qui agitent la société et dont les artistes se saisissent souvent. Donc, on a tendance quand même, en fonction des moments politiques qu'on traverse, à trouver des échos au sein de la foire. Un retour, par exemple, du geste, avec une place plus importante accordée au craft, ou souvent des propositions qui ont été historiquement marginalisées, d'artistes femmes ou d'artistes queer, d'artistes racisés, et qui s'inscrivent un petit peu à la suite des grands moments structurants du champ de l'art que sont les Biennales de Venise ou la Documenta, par exemple. Donc un art engagé, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques années. Ce qu'on sait, en fait, des moments, des contextes chargés politiquement, c'est qu'ils ont tendance à produire un art qui se saisit du moment et un art militant. Ouais. Du côté des galeries, donc on l'a vu, il y a quelques fermetures pendant l'été, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose, en tant que foire, vous écoutez? Est-ce que vous avez des marges de manœuvre? Est-ce qu'il y a des manières d'accompagner les galeries dans cette... parce que du coup, c'est une foire qui arrive à un moment où certaines galeries se posent des questions sur la manière... la structure de la galerie. Comment est-ce qu'on se positionne en tant que foire? En tant que foire, on ne peut pas complètement ignorer en fait le marché de nos clients qui a un intervalle en fait et notre marché, et tout ça est assujetti au réel. Et de fait, on ne peut pas négliger le moment, de contraction que traversent les galeries. Donc la question se pose de comment est-ce qu'on peut être peut-être plus souple, que ce soit financièrement, que ce soit en étant plus moins intransigeant sur certaines typologies d'œuvres ou les différentes catégories d'art que les galeries ont parfois la volonté d'amener. Je pense qu'il faut simplement être à l'écoute des clientes, des clients. Cette année, on a choisi, par exemple, de créer en amont un moment qui est particulièrement
dédiées aux galeries, en faisant des galeries les puissances invitantes, de sorte à ce qu'elles puissent avoir un temps privilégié avec leurs collectionneuses et collectionneurs les plus importants en amont de l'ouverture au public. Il y a différentes séquences comme ça qui sont pensées, et notamment des enjeux liés aux frais de participation pour le programme public. Par exemple, nous, on ne facture pas les galeries pour leur participation au programme public. Le programme se veut inclusif au possible, c'est-à-dire qu'on peut participer au programme public indépendamment de sa participation à la foire ou non. Donc, on bénéficie quand même d'une visibilité. Oui. Et l'événement, qui reste un événement fort pour le marché, bénéficie aussi aux galeries parisiennes qui ne participent pas à la foire, puisque nombre d'entre elles nous font part d'un grand nombre de visites et de bonnes affaires qui se font au moment de la foire. Donc il y a quelques marges de manœuvre en fait. Il y a quelques marges de manœuvre, oui, bien sûr. Après, la marge de manœuvre, elle est ténue parce que c'est aussi l'événement a aussi une santé économique, oui. Qu'il faut pouvoir soutenir. J'ai lu qu'il y avait aussi des exposants qui présenteront dans des stands communs. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent être peut-être bénéfiques pour les galeries. Ça, nombre de jeunes galeries se saisissent de cette opportunité de partager un stand. Après, c'est un risque parce qu'évidemment il faut pouvoir convaincre le comité de sélection avec une présentation conjointe. Et il faut que la présentation soit plus que la somme des parties. Donc, il y a un enjeu de ce point de vue-là. Mais effectivement, le comité de sélection, bien conscient qu'une foire comme Art Basel Paris peut peser plus lourd sur les économies les plus vulnérables, a eu la volonté de favoriser les présentations conjointes. Ouais. Ça va être votre 4e édition, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la foire, d'autant plus qu'il y a aussi eu l'annonce d'une foire Art Basel au Qatar. Ouais. Comment est-ce que vous positionnez en termes de régionalité ? Est-ce qu'on présente vraiment les galeries parisiennes à Art Basel Paris ? On veut aussi être international. Comment est-ce qu'on fait pour se présenter dans cette vaste proposition qui est internationale et qui maintenant est de plus en plus régionale, j'ai l'impression. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, in fine. Il faut savoir proposer des contextes qui sont complètement différents et identifiables. Donc à Paris, la volonté, c'est évidemment de faire une foire, si pas française, au moins au goût français, si je puis dire, French flavor, comme on dirait en anglais. Mais ça signifie que nous, sur les 206 exposants, on compte déjà 61 galeries françaises, avec un espace en France. Le cursus qui détermine une galerie française de ce qui n'est pas une galerie française, c'est un petit peu plus subjectif et difficile à quantifier que ça peut paraître. Mais en tout cas, la volonté, c'est d'avoir un tiers d'exposants français. Défendre, favoriser la scène française, les galeries françaises et par extension les artistes français. Donc déjà, le parti pris, il est là. Et ensuite, l'espace du Grand Palais étant sublime, magnifique et monumental, il n'en est pas moins relativement ramassé par rapport au convention center des autres foires que sont Miami Beach, ou Hong Kong ou même Bâle. Et donc, comment est-ce qu'on peut jouer avec cette contrainte architecturale, entre guillemets, comment ce qu'on ne trouve pas à l'intérieur du Grand Palais, on peut le grignoter en dehors, au-delà de la Verrière, en collaboration avec, que ce soit le Louvre, le Palais d'Iéna, la Ville de Paris, pour la Place Vendôme, les Beaux-Arts de Paris. Enfin, il y a tout un tas de collaborations que l'on met en place pour aussi proposer ce programme public hors les murs. Ouais. Mm-hmm. Et depuis que vous êtes directeur d'Art Basel Paris, est-ce que vous avez l'impression que Paris a vraiment grandi dans son attractivité et surtout, comment est-ce que ça peut se répercuter sur les galeries et la santé du secteur ? Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui prédate l'arrivée d'Art Basel à Paris. C'est une dynamique qu'on accompagne et qu'on a amplifiée à certains égards, mais clairement la ville, depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, bénéficie d'un dynamisme retrouvé. Paris était la capitale des arts pendant la première moitié du XXe siècle. C'est un statut qu'elle a perdu au profit de Londres et de New York, et
qui sont des villes à l'ombre desquelles moi j'ai grandi, hein, enfant, dans les années 80. Et donc, je me réjouis de voir Paris redevenir, d'une certaine manière, la capitale des arts, Ça, vous le le ressentez centre fort. d'un monde. Oui, je le ressens fort, oui, je le ressens fort, puisque un grand nombre de galeries étrangères souhaitent s'installer ici. On compte quand même un nombre de fondations privées extrêmement puissantes et déterminées, qui ont redessiné aussi, d'une certaine manière, le paysage institutionnel à Paris. La France reste un marché puissant, c'est le 4e marché mondial. Et la moitié des transactions d'art qui se passent dans l'Union européenne se passent en France. Évidemment, je parle là d'un marché français, le cœur de l'activité, malgré tout, se fait à Paris. Il est vrai que la plupart des exposants français qui participent à Art Basel Paris sont parisiennes ou parisiens, à l'exception de quelques-uns, et je pense notamment à Pietro Sparta à Chagny ou Session Bentière à Saint-Étienne. Oui. Et comment est-ce que vous avez vu le marché évoluer de ces dernières années, selon vous? Quelles sont vos analyses des grandes tendances des dernières années? On considère que le marché ralentit, que le marché se contracte. Certains parlent de crise. Malgré tout, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître en 2008 ou dans les années 90, quand le marché s'est contracté de 60%. Je pense qu'il y a effectivement un cycle un peu plus ralenti, mais qui correspond à un certain nombre de changements structurels à l'intérieur de l'industrie, si vous me permettez cet anglicisme, avec un certain nombre de galeries historiques qui ferment, avec une nouvelle génération de collectionneurs qui rentrent sur le marché. Et donc, il y a un passage de témoin, finalement, qui est en train de se faire. Mais sur les positions... voilà, aux polarités du marché de l'art, ou plutôt des marchés de l'art, parce qu'il y a plusieurs marchés qui se superposent. Je pense que voilà, les très belles œuvres, les très grands chefs-d'œuvre ne sont pas impactés. Les œuvres d'artistes émergents sont moins impactées. C'est plutôt effectivement sur le marché moyen. Ouais. Il nous reste une petite minute. Vous avez annoncé que vous rejoindrez la direction de Lafayette Anticipation. Est-ce que vous avez déjà pu faire un bilan de ces 4 dernières années à la tête de Art Basel Paris? Écoutez, non, à la veille de la semaine qui s'annonce, avec la foire qui ouvre, je dois admettre que je suis pleinement mobilisé, si pas vampirisé sur cet événement. Je ne m'autorise pas le luxe d'un bilan à ce stade, parce que je pense que c'est un exercice aussi émotionnellement chargé et que j'essaie d'éviter ou de repousser au plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que je me réjouis de prendre la direction de Lafayette Anticipation mi-novembre, d'autant plus que voilà, j'inscrirai mon action à la suite de celle d'une amie qui m'est proche et qui m'est chère, la directrice actuelle, Rebecca Lamarche-Vadel, qui a choisi de quitter la Fondation pour embrasser un projet de vie personnelle avec des projets solo, des projets freelance en Italie, des projets d'écriture et une biennale vidéo au début de l'année prochaine à Melbourne. Et donc, je lui souhaite énormément de succès et je lui envoie toute mon amitié. Merci beaucoup Clément Delépine. Je rappelle que vous êtes directeur d'Art Basel Paris. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.